Tu écoutes Parole de Soi, un podcast intime et sans filtre. Des histoires pour se reconnaître et se sentir un peu moins seul. Parole de Soi, des mots simples pour des cœurs complexes. Hello, ici Laura du podcast Parole de Soi. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'écouter ce premier épisode. Il m'aura vraiment fallu pas mal de temps, plusieurs mois, pour enfin trouver le courage d'enregistrer ce premier épisode afin de partager les premières aventures de ma vie et que tu puisses un peu me connaître aussi. J'ai une pensée vraiment particulière pour mes amis proches qui m'ont vraiment aidé à monter le projet et qui m'ont soutenue surtout parce que pour moi ça a vraiment été un gros challenge de créer cette chaîne de podcast. J'étais pas du tout sûre de moi. Donc voilà, j'ai vraiment cœur sur vous. Merci à toi d'être là et d'écouter aussi cet épisode. J'espère vraiment que ça va te plaire et qu'on va pouvoir vraiment partager des choses intéressantes et que ça résonnera en toi. En tout cas, je t'invite à t'installer confortablement ou si tu es en train de faire quelque chose, de pouvoir être à l'aise et de pouvoir passer, afin de pouvoir passer un bon moment. Donc déjà, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Laura, j'ai 26 ans, donc je viens de la Bourgogne en France, mais ça fait 1 an que j'ai emménagé aux États-Unis. L'année dernière, j'ai habité en banlieue sud de San Francisco, et là, ça fait quelques mois que j'ai emménagé à Seattle, dans l'État de Washington. Donc pourquoi, comment je suis là, ça on va y venir petit à petit. Mais déjà j'ai pensé que pour ce premier épisode c'était bien de te parler de comment en fait j'en suis venue à ce point dans ma vie, d'où les choses ont commencé et pourquoi. C'est pour ça que je me suis dit le plus simple c'est que je te parle du commencement, et c'est-à-dire c'est mon premier voyage aux États-Unis lorsque j'avais 14 ans, et on va avoir beaucoup de choses à se raconter. Je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller parce que Dieu sait à quel point j'aime blablater et que j'ai toujours des choses à raconter. Donc on va essayer d'aller droit au but et de pouvoir un peu partager les points qui ont été importants de ce voyage, mais aussi ce que j'en ai tiré et ce que ce voyage m'a apporté et pourquoi est-ce qu'en fait ma vie est différente aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard. Et comment toutes ces choses ont découlé de ce voyage. Voilà. Donc, on va commencer au lieu de continuer à s'éparpiller. Donc, mon premier voyage aux États-Unis. Donc, j'avais 14 ans, j'allais sur mes 15 ans. C'était juste avant ma rentrée de seconde au lycée. À ce moment-là, donc j'habitais en Bourgogne et je n'étais jamais sortie de l'Europe. J'avais fait quelques voyages européens tels que l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Suisse, un peu ce que un peu tout le monde fait, on va dire, mais je n'étais jamais encore sortie de l'Europe. Comment ça s'est fait ? Tout simplement parce que ma famille avait un très très bon ami que ma maman et mon oncle avaient rencontré en France à Dijon. Il faisait ses études en fait à l'université. Il est resté quelques années et ils se sont rencontrés comme ça. Puis ils ont toujours gardé contact en fait en grandissant. Et aujourd'hui, cette personne qui s'appelle Barrett a une famille, une épouse et des enfants. Et en fait, comment ça s'est fait ? Tout simplement parce que j'ai acheté un cheval de sport à ce moment-là, et Barrett nous a prêté l'argent pour pouvoir acheter le cheval parce que c'était un cheval qui était assez coûteux et on n'avait pas les moyens. Donc au lieu de faire un emprunt à la banque, il nous a gentiment proposé de nous prêter la somme d'argent qu'on a remboursée en quelque temps. Et puis en fait, on a un peu renoué le contact comme ça avec l'achat de mon cheval de sport. Et ensuite, Barrett a dit, on s'est appelé en fait, parce que moi je l'avais pas vu depuis très très longtemps. La dernière fois que je l'avais vu, j'étais vraiment très très petite. Et du coup, on s'est fait des FaceTime, on a discuté parce qu'il parle le français encore. Et il m'a dit, mais attends, t'as 14 ans, t'es assez grande pour voyager toute seule maintenant, est-ce que ça te dit de venir passer l'été à la maison comme ça ? Je te présente ma femme, mes enfants, et puis tu découvres un peu les États-Unis.
Alors moi, sur le coup, j'ai halluciné, j'ai dit c'est pas possible, enfin je rêve. J'ai dit pour moi c'était fantastique parce que les États-Unis, mine de rien, j'en ai quand même toujours un peu rêvé. Je pense à cause des films et des séries que je regardais à la télé. Et du coup, ça a toujours été un pays qui m'a attirée. Il y a toujours quelque chose, il y avait toujours... Je me rappelle même que quand j'étais en sixième ou en cinquième, on parlait avec des amis. J'avais des copines de collège et on se disait, ouais, ça serait bien qu'on aille faire le lycée aux États-Unis et tout. Genre, on s'imaginait vraiment la vie avec les pom-pom girls, les joueurs de football américains, enfin... Mais parce que la seule référence qu'on avait, c'était à travers les films et les séries qu'on voyait à la télé. Donc, je pense que quand même, j'ai toujours eu cette attirance pour les États-Unis. Donc, quand Barrett m'a proposé ça, j'y ai vraiment pas cru. Je me suis dit, c'est pas possible. Je rêve, quoi. Je vais partir aux États-Unis. Donc, en plus, il m'a payé mes billets d'avion. Enfin, vraiment, ça a été une opportunité juste incroyable qui arrive pas souvent, je pense. Donc, j'ai été juste tellement excitée, je me rappelle encore cette excitation que j'ai eue, j'étais émue, je tenais pas en place, c'était juste quelques mois avant l'été, donc ça s'est fait très rapidement. Et là, il m'a envoyé mes billets d'avion et je me suis dit, waouh, ça y est, c'est réel, je vais partir passer l'été aux États-Unis à 14 ans. Donc vraiment, ouais, j'avais une dose d'excitation, de curiosité, un peu de, pas de peur, mais d'appréhension parce que j'allais prendre l'avion toute seule pour la première fois. C'était un long voyage, je faisais Paris, New York, New York, Salt Lake City, parce qu'ils habitent en Utah. Donc, j'avais quand même un peu peur, j'appréhendais. Et aussi, il faut savoir qu'à l'époque, alors je vous donne ce détail parce que ça va être important pour la suite, j'avais un petit téléphone tactile de je sais plus quelle marque, mais un truc complètement pourri. Donc, je suis partie avec ce téléphone. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous donne cette information nulle et qui n'est pas du tout importante ? Ça va avoir de l'importance plus tard. Donc, voilà. Bref, du coup, je suis partie et j'étais surexcitée. Je partais pour 1 mois et demi. Je suis partie mi-juillet jusqu'à fin août. Donc, voilà, la petite Laura, 14 ans, de Bourgogne, débarque aux États-Unis. Et soit dit en passant, je ne parlais pas un mot anglais. C'est-à-dire que j'alignais pas deux phrases. L'anglais, ça n'a jamais été une matière... pour laquelle j'ai vraiment été intéressée, on va dire. Donc j'avais pas des notes forcément correctes et puis surtout je pouvais pas parler quoi. Enfin, on apprend les trucs de base à l'école. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 14 ans, j'aime le fromage et c'est terminé quoi. Donc je me rappelle que ma grand-mère m'avait préparé une liste alors de 3 pages avec des mots genre départ, arrivée, changement, douane, des mots comme ça un peu clés. Et elle m'avait donné 3 pages comme ça. Elle m'a dit, comme ça, quand tu descends de l'avion, tu arrives à New York. Pour passer la douane, tu peux te servir de ton papier. Résultat des courses, le papier, il a été plié en 10 000 au fond de mon sac. Je ne l'ai jamais sorti. Et du coup, première expérience, c'est en arrivant à New York, à la douane. Et ça a été un cauchemar. Et oui, pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas aligner 2 mots et que la personne... il faut savoir que les douanes aux États-Unis, ça peut être assez intimidant. Les gens ne rigolent pas du tout, sont pas très aimables ou accueillants parce que, de toute façon, en même temps, ils font ça pendant 8 heures la journée, donc je pense que moi, je serais un peu dans le même état. Et surtout, ça contrôle la sécurité du pays. Depuis qu'il y a eu l'attentat des tours jumelles, ils rigolent pas et c'est vraiment... c'est sérieux quand on passe les douanes aux États-Unis, quoi. Donc c'était très intimidant pour moi, qui avait que 14 ans et surtout qui ne parlait pas la langue, je le rappelle. Et ça a été assez challengeant quand il a fallu que je réponde à des questions dont je ne comprenais même pas... je comprenais pas le sens et je comprenais pas la question tout court. Et j'ai été obligée de demander à un steward qui était là, qui est passé par hasard. Et je lui ai demandé qu'il m'aide à traduire parce que c'était un steward qui avait, dans l'avion, je voyageais avec Air France et qui parlait français. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pu passer la douane. Et puis j'ai attendu pendant, je crois, 4 heures et mon téléphone est tombé en panne. Voilà, il est tombé en panne, je sais pas pourquoi, il était tout noir, ça s'allumait plus, j'avais plus de téléphone. Donc j'étais à New York, j'avais 4 heures d'attente avant ma connexion, avant mon prochain vol pour Salt Lake City en Utah. Et pas de téléphone parce que il avait décidé que
les États-Unis, ça lui plaisait pas et il voulait pas s'allumer. Donc c'était vraiment très stressant. J'ai pas pu donner de nouvelles à ma grand-mère qui a dû paniquer parce que ma grand-mère est une grande stressée, même encore maintenant quand je voyage, tout ça, il faut que je lui envoie des messages. Donc voilà, petit détail de l'histoire. Donc ensuite, je prends mon vol. Je suis arrivée très tard parce que je suis arrivée en Utah à Salt Lake autour des minuit. J'arrive, donc je vois notre ami. Il me récupère, on prend les bagages et on rentre chez lui. Donc tout le monde dormait. Et là, il me montre ma chambre où j'allais rester. Et vraiment, cette chambre, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie tellement c'était surréaliste en fait. Déjà quand on est arrivé, bon il faisait noir, on voyait pas trop, mais bon il y avait du monde sur la route, les routes étaient très grandes, il y avait 5 à 6 lignes sur l'autoroute. Je sais pas comment on dit en français, là les lignes on roule. Donc beaucoup de monde, les routes très grandes, on arrive dans le quartier et je me suis dit waouh. En fait, c'est pas que dans les films ou dans les séries télévisées, c'est la vérité. C'est vraiment les États-Unis d'Amérique. Donc je suis arrivée, il m'a montré ma chambre. Alors un grand lit. Alors ici aux États-Unis, les matelas sont très épais, sont très hauts comparés à ceux qu'on a en France. Et c'est tellement bien. Oh là là, je me suis allongée dans le lit. Je me rappelle encore de l'odeur de la chambre. C'était un rêve en fait. Je me disais, waouh, ça y est, j'y suis, j'en reviens pas. J'ai fait 9000 km et je suis aux États-Unis. Donc j'ai dormi jusqu'au lendemain et quand je me suis réveillée, tout le monde était réveillé. J'ai rencontré sa femme qui s'appelait Danielle et leurs 3 enfants qui étaient très jeunes. Les 2 petits étaient en bas âge encore et le plus grand avait 7 ans il me semble. Donc j'ai eu un petit déjeuner américain, pancakes avec du sirop. Un régal, vraiment je vivais ma meilleure vie là. C'était juste trop bien, très cliché mais incroyable. Et puis c'est là que du coup j'ai demandé à Barrett, je l'appelle mon oncle parce qu'il était très proche de mon oncle, donc je l'appelle tonton, donc j'ai demandé, on va l'appeler, je vais dire mon oncle le reste du podcast parce que j'ai pas l'habitude de l'appeler par son prénom, donc j'ai dit à mon oncle, j'ai demandé si je pouvais prendre son téléphone pour faire un FaceTime, parce qu'ils avaient des iPhones hein, bien sûr eux, avec ma grand-mère pour lui dire que j'étais bien arrivée parce que mon téléphone était en panne. Il me dit mince comment ça se fait et tout, je dis je sais pas, il s'est pas allumé à l'aéroport, il dit attends bouge pas, j'ai un téléphone que j'ai pas utilisé encore et tout machin. Et là il revient avec le tout nouveau iPhone de cette époque, je ne pourrais plus vous dire lequel c'était, mais je pense que c'est pas très important. Il revient avec cet iPhone dans la boîte et tout, il me le met tout en marche, il me dit tiens t'as qu'à le prendre et tout machin tant que t'es là. Donc je dis merci, c'est gentil. Moi j'avais jamais eu d'iPhone de ma vie. Pour moi c'était incroyable de tenir ce petit bébé dans mes mains. Donc j'appelle ma grand-mère, voilà, je lui dis que tout va bien. Et puis le grand séjour aux États-Unis commence. Donc j'ai rencontré toute sa famille, les enfants, mais également la sœur jumelle de sa femme qui habitait juste, donc pas la maison d'à côté, mais la maison encore d'après. Il y avait juste une maison entre leurs 2 maisons. Donc elle était mariée, elle s'appelle Tiffany, elle était mariée et elle avait 4 filles qui étaient à peu près du même âge que les 3 enfants de mon oncle. Donc on a fait beaucoup de choses, j'ai découvert les splendeurs des États-Unis et vraiment je me suis sentie comme si, même pas j'étais sur un autre pays, mais vraiment sur une autre planète. Ça m'a tellement frappée en fait. Tout ce séjour, j'ai eu des étoiles plein les yeux. J'hallucinais. Plus j'avançais dans le séjour, plus je me disais mais c'est quoi ce délire quoi. C'était dur pour moi je me disais mais il y a des gens qui vivent comme ça. Genre vraiment il y a des gens dans le monde ils vivent comme ça, c'est pas un rêve. Alors j'étais bien évidemment dans un très bon quartier avec beaucoup d'argent, très aisé. Donc j'ai eu vraiment la full expérience américaine bien quoi, des Américains qui vivent bien, qui ont des bons boulots et des bons salaires évidemment. Il y a forcément des quartiers qui et puis après ensuite même maintenant je le vois hein, en voyageant à Los Angeles, en ayant habité à San Francisco et même ici à Seattle, il y a forcément des quartiers qui c'est un peu la misère, c'est le ghetto quoi.
Mais, enfin ça on y reviendra après, il y a une grosse différence quand même avec l'Europe, c'est-à-dire qu'ici, aux États-Unis, les gens qui travaillent beaucoup, qui ont de l'ambition et qui se donnent les moyens, ils vont vraiment être rémunérés en conséquence. Et quand je vous dis en conséquence, c'est en grosse conséquence. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les salaires que nous, on a en France et en Europe. Il n'y a aucun salaire en France et en Europe qui s'aligne avec le salaire d'un Américain qui bosse. Donc, j'ai vraiment eu la chance et le privilège de goûter à ça et à ce mode de vie. Donc, je vais un peu vous raconter peut-être les souvenirs les plus marquants que j'ai eus. Et les rencontres aussi qui m'ont marqué, puis ma progression au niveau de la langue, puisque je le rappelle, Laura ne parle toujours pas un mot anglais, et à part mon oncle, personne ne parle français, et mon oncle en plus parlait pas trop en français avec moi, parce que son français était un peu rouillé, et c'était plus facile pour lui de parler en anglais. Alors, il n'y avait pas de chat GPT à l'époque, à mon grand regret, ça nous aurait bien aidé à communiquer, mais on avait Google Traduction qui... D'ailleurs, n'a pas été d'une très grande aide parce qu'à cette époque, il était très mal développé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On était en 2000, du coup en 2013. C'était éclaté au sol. Google Traduction était très nul. Il y a des fois, on a rigolé, on s'est tapé des fous rires parce que ce soit en anglais ou en français, dans un sens ou dans un autre, les traductions, mais c'était un peu bizarre, quoi. Il y avait des choses... Enfin, c'était bizarre, ça donnait des traductions assez marrantes et un peu tordues aussi à certains moments. Donc voilà, on a eu des fous rires à cause de ça. Maintenant, Google Traduction est un peu mieux, mais voilà, c'est pour ça que je dis que ChatGPT aurait été bienvenu à ce moment-là. Donc voilà, Laura, 14 ans, première fois aux États-Unis, des étoiles plein les yeux, et toujours pas un mot d'anglais. Donc ce voyage, il a été vraiment très très intense parce que je suis partie aussi en Idaho, qui est un autre état à côté de l'Utah. On a passé un séjour d'une semaine avec des amis dans une grosse villa au bord de l'eau. J'ai fait du jet ski, j'ai fait du ski nautique, j'ai fait de la bouée, vous savez, tracter sur le bateau. Le matin, on se réveillait, méga gros petit déjeuner avec pancakes, gaufres, des fruits, du sirop d'érable. Enfin, vraiment, c'était une dinguerie. Et alors, les choses qui m'ont marqué, vous allez peut-être rigoler, mais les choses qui m'ont marqué, c'est la nourriture. Pour moi, alors, il faut savoir que maintenant, je pense que dû à l'âge, je mange beaucoup moins qu'avant. Mais alors, quand j'avais 14 ans, s'il y a des amis de collège et du lycée là qui m'écoutent actuellement, je pense qu'ils vont rigoler, ils vont très bien se rappeler que j'étais un ventre sur pattes et je mangeais des quantités mirobolantes de nourriture. C'était une dinguerie et je prenais pas 1 gramme, ça c'est les gens, ça les sidérait, mais moi je ne sais pas comment c'est possible, mais je ne faisais que de manger. Je mangeais plus que des garçons, enfin c'était horrible, hein. Mais du coup pour moi, je suis arrivée aux États-Unis avec les sodas, les donuts, les cheesecakes, les burgers, les frites, les hot dogs et tout, les fish and chips, mais c'était le Graal. Pour moi, c'était l'équivalent d'avoir trouvé le Graal. Et je me souviens vraiment les bonbons qu'ils avaient, etc. Oh là là. Alors, je vous dis pas, c'était que du sucre et du gras, les milkshakes. Oh, C'était vraiment... Pour Laura, c'était le paradis. Laura, 14 ans, voilà, c'était la définition du paradis, manger du gras et du sucré. Donc, je me suis vraiment fait plaisir. Les burgers étaient vraiment différents, les hot dogs aussi, les milkshakes, les donuts. Mais c'était la première fois que je mangeais des donuts de toute ma vie. Je me suis fait péter quand même. Mon oncle est revenu avec une boîte où il y avait une 12aine de donuts, mais j'ai dû en manger la moitié à moi toute seule. Enfin, j'ai fait que des trucs comme ça. Et justement, j'ai un souvenir où on partait de la villa en Idaho et on s'est arrêté en bord de route parce que voilà, aux États-Unis, pour ceux qui n'y sont jamais allés ou qui ne savent pas, il y a des fast-food et des restaurants tous les 300 mètres. Sans rigoler, les Starbucks, c'est pareil, on n'en parle même pas. Vous avez, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici, c'est que vous pouvez toujours manger, si vous êtes très occupé, etc. Il y a toujours moyen de... prendre, on dit take out, ça veut dire de prendre, d'aller au drive, de commander et d'avoir de la nourriture ou un café et tout.
Et ça, vraiment, c'est très très bien. Moi, ça me facilite vraiment la vie, surtout avec les cafés, étant donné qu'il y a des Starbucks de partout. Pendant la journée, une journée qui rush un peu, vous trouvez toujours le temps du coup d'aller chercher un truc à grignoter ou un café et c'est vraiment trop bien. Donc, on s'est arrêté en bord de route pour manger et mon oncle, alors ils ont trop rigolé parce que moi j'étais obsédée avec les burgers et les donuts et un soda que je pense vous connaissez qui s'appelle le Dr Pepper. Donc ça c'est vraiment, j'ai pas beaucoup d'addiction dans ma vie pour dire pas du tout même. Mais alors le Dr Pepper et les donuts, je pourrais mourir. Et quand je commence, je ne m'arrête plus quoi. Encore là, il y a 2 jours, on est allé pique-niquer avec des copines dans un parc là, à Seattle. Je suis allée acheter une douzaine de donuts. On a mangé 10 donuts à 3 et encore non parce que une de mes amies, elle en a mangé qu'un. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on s'arrête. Et mon oncle me dit, je suppose que tu veux un burger avec des frites. Je dis bah oui, oui. Donc on mange tous. Il y avait leurs amis qui étaient là. Je mange mon burger et mes frites et mon oncle revient, il me dit est-ce que t'as encore faim, est-ce que tu veux autre chose? Je lui dis bah écoute, je repartirai bien avec un burger. Il dit ok, il dit, je vais te chercher un burger et tout. Et il y avait ses amis qui étaient là et qui me disaient mais c'est ouf, tu manges vraiment, tu manges beaucoup, t'aimes trop les burgers, t'as pas de burger en France et tout. Et j'étais là ben si mais c'est pas pareil, ils sont pas, enfin ici ils sont incroyables vos burgers etc. Mon oncle revient avec un deuxième burger, je mange, il revient me voir, il me dit est-ce que t'as encore faim ou est-ce que tu veux que je te prenne autre chose? Et j'ai demandé un burger encore. Donc là, tout le monde a rigolé et ils en revenaient pas. Ils disaient, mais c'est pas possible, c'est qui cette française et tout. Enfin bref, l'archouma. Mon oncle revient et dit, il n'y a plus de burger. Ils en ont pas refait. Est-ce que tu veux un fish and chips à la place? Donc je dis, bah ouais, ok, on va pour un fish and chips. Je mange tout mon fish and chips. Et là, mon oncle revient encore. Mais en plus, il insiste, c'est pas de ma faute, du coup. Et il me dit, est-ce que tu veux un dessert? Tu veux un milkshake et tout? Je dis, bah carrément. Alors, il revient avec un milkshake aussi, un truc aux États-Unis. Ça m'a choquée pour ce premier voyage, c'est les tailles. Il y a petit, médium, moyen et grand. Autant vous dire que la taille petit pour le milkshake aux États-Unis, enfin même pour une boisson ici ou un café ici aux États-Unis, la taille petite, c'est l'équivalent de la taille grande chez nous. Donc je vous laisse imaginer la taille de la taille grande. Voilà. Donc il revient avec ce milkshake géant. Je me le suis enfilé, bien évidemment, et ensuite on est allé dans la voiture et j'ai encore mangé des bonbons. Enfin bref, voilà. Même moi encore à l'heure d'aujourd'hui, ne me demande pas comment j'ai fait parce que même moi, je ne le sais pas. Je reste un mystère de la science, je pense. Donc, ses amis, ils ont vraiment rigolé. C'est quelque chose dont ils se rappellent parce que encore, donc après, j'ai voyagé presque tous les ans pour aller les visiter et je revoyais ses amis justement avec qui j'ai fait ce premier voyage et ils s'en rappellent encore. Et ils me disent ah punaise, tu te rappelles tous les burgers que tu t'es enfilé et tout. Maintenant, j'ai trop la honte. Je dis oui, chut, calm down, c'est bon. On va éviter de se rappeler de ce genre de choses gênantes. Donc bref, voilà pour la petite anecdote. J'ai eu l'opportunité de visiter un lycée, qui était le lycée de la ville, qui était très très connu, très bien réputé, qui s'appelait Olympic High School. Et là, pareil, je suis rentrée dans le lycée et j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Je vais vous mettre des photos parce que je fais une petite aparté. J'ai également créé un blog pour aller avec la chaîne de podcast. Et sur chaque épisode qui va sortir, je vais écrire un article et joindre des photos. Parce que je pense que je sais pas, j'aime bien écrire et au moins ça permet aux gens de voir un peu les photos, etc. Donc sur l'article de mon blog, je joindrai des photos de ce premier voyage, comme ça vous verrez à quel point j'étais jeune et à quel point voilà, je ne mens pas sur la description des choses. Donc n'hésite pas à aller voir sur le blog. Du coup, je mettrai les photos de ce lycée et c'était vraiment comme dans les films. Une immense cafétéria, juste incroyable, un immense stade de football, les couloirs avec les casiers, les fontaines à eau. On a vraiment marché du coup un peu partout pour revoir et je me suis dit waouh, je veux étudier ici. Alors qu'en plus, Dieu sait que j'étais pas du tout scolaire, je détestais l'école. Et d'ailleurs, j'ai quitté l'école à 16 ans, après ma première année de lycée. Donc, mais là, j'avais vraiment envie de venir étudier ici. Donc ça ne s'est pas fait parce que ça coûtait beaucoup d'argent qu'on n'avait pas. Et jusqu'à maintenant, mais bon, ça c'est une autre histoire. On va pas s'éparpiller. Ne nous éparpillons pas.
Donc vraiment, je me suis dit, à ce moment-là, le but de ma vie, c'est de venir m'installer ici aux États-Unis et d'étudier, de travailler dans ce pays parce que la vie est complètement différente. Donc ça a vraiment été quelque chose qui m'a marqué, cette visite du lycée. Ça... Ouais, je me souviens qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là parce qu'on est rentré et sur tout le chemin du retour, je me suis dit, je veux venir étudier ici. Je veux venir étudier ici et ça a été un déclencheur pour la suite de ma vie. On y reviendra un peu plus tard. Alors, les soucis qui ont été liés avec la barrière de la langue, j'ai rencontré des personnes de mon âge et c'est vrai que ça a été très difficile pour moi et très frustrant parce que je ne pouvais pas vraiment exprimer ma personnalité, qui j'étais, parce que il y avait cette barrière de la langue et ça m'a beaucoup frustrée. Et notamment aussi, il y a des fois je faisais des erreurs où j'avais un accent prononcé et ça sortait des choses assez drôles et les gens rigolaient. Et moi, grande susceptible que je suis, je me vexais, mais tellement, c'était... Mais j'étais mal, hein. Franchement, ça me rendait vraiment triste parce que je me disais, les gens se moquent de moi. Donc ça m'a un peu braquée et j'osais plus trop parler, je voulais plus essayer et ça a été une très grosse erreur. Il a fallu que je parle avec mon oncle et sa femme et ils m'ont dit, mais tu sais, ici, non, on rigole parce que c'est juste rigolo, c'est cute, etc. Mais les Américains, on apprécie énormément et on a beaucoup de respect pour les gens qui parlent une deuxième langue. Parce qu'aux États-Unis, c'est rare de rencontrer des Américains qui savent parler autre chose que l'anglais. Donc ça a un peu changé ma mentalité quand j'ai appris ça et j'ai essayé d'être moins susceptible et de pas me vexer chaque fois que quelqu'un pouffait de rire ou quoi parce que je disais une bêtise ou que j'avais un accent et que c'était rigolo. Et à l'heure d'aujourd'hui, je le comprends parce que j'ai beaucoup d'amies qui sont américaines et qui parlent français. On s'est rencontrés à Paris. Et je comprends maintenant pourquoi c'est drôle. Parce qu'il y a des fois, elles vont dire des choses. Et c'est vrai que, voilà, il y a des fois avec l'accent, ça reste assez drôle quand il y a dans des contextes particuliers. Donc je comprends mieux maintenant, mais à l'époque, à 14 ans, vous arrivez dans un pays, vous êtes à 9000 km de chez vous, vous parlez pas la langue, ça peut être, ça peut être assez frustrant et voilà, faut pas être susceptible. Donc je me souviens que pendant 15 jours, j'ai eu très très mal à la tête. J'ai vraiment eu de très très grosses migraines pendant 15 jours non-stop. Et après ces 15 jours, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Et c'était comme si c'est une eau de source qui coulait, fluide. J'ai commencé à comprendre beaucoup plus de choses, à pouvoir formuler des phrases. J'ai compris comment le temps du passé, du futur, ça fonctionnait, donc la conjugaison. J'ai appris du vocabulaire avec les enfants, beaucoup. Les enfants, ça a été incroyable parce qu'ils étaient petits. Je rappelle, ils avaient entre 4 et 7 ans. Et chaque fois qu'on se promenait dehors ou quoi, il me montrait une pierre et il me disait « This is a rock, this is grass, this is a tree, this is a house ». Donc vraiment, il me montrait, il me donnait les mots et c'est vraiment grâce à ces enfants que j'ai eu beaucoup de vocabulaire pendant ces 1 mois et demi. Donc j'en profite pour glisser une petite astuce. Si toi aussi tu veux apprendre l'anglais ou que tu es en train d'essayer d'apprendre de l'anglais, le moyen le plus efficace, c'est d'apprendre, moi je dis ça, je dis d'apprendre l'anglais des bébés. Voilà. Regarde des dessins animés qu'on fait regarder aux enfants, que ce soit Pat' Patrouille, Dora l'exploratrice, Peppa Pig, l'âne Trotro. Alors, c'est sûr que c'est pas notre délire, surtout si t'es dans ta vingtaine ou ta trentaine ou peu importe, tu vas dire qu'est-ce que je vais faire à regarder l'âne Trotro. Mais c'est vraiment parce que c'est du vocabulaire enfantin. Et c'est vraiment le meilleur moyen, le plus facile et efficace pour apprendre une langue. Et moi, j'ai continué à le faire en revenant de ce premier voyage parce que j'étais vraiment déterminée à parler fluide l'anglais, à être bilingue et à essayer de supprimer, de gommer mon accent le plus possible. Et du coup, ça a été en regardant des dessins animés pour les enfants. Donc j'ai fait ça pendant très très longtemps et ensuite je suis passée aux films et aux séries sous-titrées. Et voilà, maintenant je peux pas regarder un film ou une série avec la voix française dessus, ça m'irrite fortement. Donc c'est vraiment petit à petit. Donc voilà, le langage enfantin, c'est là où on va récupérer le plus de vocabulaire et où moi j'ai récupéré le plus de mon vocabulaire.
Et mon anglais a vraiment s'est transformé. Vraiment, ça s'est transformé et ça a été extrêmement satisfaisant pour moi. J'étais fière de moi parce que je pense que voilà, si tu ne parles pas anglais, tu sais que c'est très dur d'essayer de s'exprimer voilà, dans une autre langue. Et donc forcément, il y a ce sentiment d'accomplissement et de se dire, purée, en fait, je peux y arriver, je peux parler et je m'améliore et c'est très satisfaisant. Alors un autre point qui m'a aussi marqué, ça a été la culture américaine, qui est extrêmement différente de la culture française qu'on connaît ou même européenne. Le premier point qui m'a vraiment marqué et choqué, c'est le non-malaise, si je puis dire, que les gens ont. C'est-à-dire qu'ils frappent très rarement à la porte pour rentrer, juste ils vont rentrer chez les gens comme ça, salut, nana, ça va, et quand ils sont chez les gens, s'ils ont soif ou quoi, ils se servent dans les placards, ils se servent dans le frigo s'ils ont une petite faim, et ça gêne personne. Et la première fois que j'ai vu ça, c'est que je suis arrivée dans la cuisine et il y a quelqu'un qui a déboulé chez nous, un voisin, et qui a dit ah salut, nana, ça va, t'es qui et tout. J'étais là, ben je suis une amie de la famille. J'étais là, mais c'est plutôt à moi de te demander t'es qui en fait, d'entrer comme ça. Et c'était une voisine. Et du coup, je me suis dit waouh, va faire ça en France. Genre même chez tes potes, on est d'accord que quand tu vas chez tes potes, tu sonnes, tu frappes, t'enlèves tes chaussures. C'est eux, t'attends qu'on t'offre à boire, un truc à... Mais même moi, je suis pas à l'aise chez mes potes au point d'aller fouiller dans son frigo, quoi. Et là, vraiment, moi, je me disais, mais va faire ça en France, mais tu te prends un coup de pied au derrière et tu sors, quoi. Donc, sur le coup, ça m'a un peu fait bugger. Et je me rappelle aussi d'une fois, ils ont une très grande piscine creusée dans le jardin, avec un jardin immense, ils ont une tyrolienne et tout, enfin bref, c'est incroyable. Et on se baigne. J'étais avec les deux garçons qui étaient qui avaient du coup 5 et 7 ans dans la piscine. Et là, on a des petits voisins qui s'arrêtent, qui passent. Et mon oncle dit bah venez si vous voulez vous baigner, etc. Et en fait, petit à petit, il y a tout le monde qui est venu comme ça, au calme, qui est rentré dans le jardin. Ils ont vu qu'on se baignait, ils sont allés chercher le maillot de bain, ils sont revenus. Et au final, je me suis retrouvée avec 10 mômes dans la piscine, à me prendre de l'eau partout dans la figure. Et je me suis dit, c'était, c'était vraiment absurde parce que j'étais en train de passer un bon temps et tout, et je me suis retrouvée entourée de 10 marmots qui sont venus juste comme ça se taper l'incruste. Je dis bon, c'est une autre culture, mais pourquoi pas. Voilà, j'ai rien contre. Hein. Et vraiment, j'ai adoré cette culture. Je suis tombée amoureuse de cette culture. Sur le coup, j'étais très surprise par beaucoup de choses, mais au fur et à mesure, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Alors, pour ceux qui n'ont jamais voyagé aux États-Unis et qui ne connaissent pas les Américains, il faut savoir que c'est des gens qui sont extrêmement bienveillants et accueillants. C'est des gens qui... Alors, je vais utiliser un terme, excusez-moi, mais il y a des cons, hein, comme il y a des cons de partout. Malheureusement, le con, c'est international. Hein. Être con, c'est une maladie dans le monde entier. Donc, je ne veux pas te dire comme quoi il n'y a pas de cons aux États-Unis ou quoi, que tout le monde est gentil, non. Mais majoritairement, en fait, et mes amis qui ont voyagé aux États-Unis, quand on en parle, on pense la même chose. C'est que même tu vas faire tes courses dans un magasin ou tu attends ton café ou etc. Les gens vont être très friendly, c'est-à-dire qu'ils sont très sympathiques. On va te parler comme ça, te dire ah comment ça va ta journée, qu'est-ce que t'as prévu, nanan. Et sur le coup ça choque un peu. Moi quand je suis allée au magasin avec mon oncle et tout et que la caissière demande comment ça va dans la vie, nanan, et qu'il commence à parler comme ça. Je me disais, mais attends, il connaît la caissière ou ça se passe comment? Et non, c'est juste que les gens sont friendly et on va te parler, on va t'aborder, on va te poser des questions et tu vas discuter comme ça. Tu es au restaurant, sur une terrasse, en train de boire ton verre de vin, et ben c'est pareil. Même au restaurant, le serveur et tout, tu vas commencer à discuter avec des gens comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai été surprise, mais que j'ai vraiment apprécié dans la culture américaine. C'est l'approche que les gens ils ont avec les autres, qu'on n'a pas du tout en France, je trouve, qui est très différent. Les gens sont pas forcément agréables au quotidien, les Français, hein, on va pas se mentir, mais voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié avec la culture américaine. On utilise ce mot en anglais, c'est chill. Voilà, ils sont très chill, ils se prennent pas la tête.
Ils sont très abordables, c'est facile de parler avec eux, de demander de l'aide si tu as besoin, etc. etc. Euh, donc oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, leur ouverture d'esprit également. Et ça, c'est un point sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard pour vous dire en fait, pour te dire les choses que j'ai appris de ce voyage et comment ce voyage a changé l'entièreté du cours de ma vie. C'est aussi pour l'esprit ouvert que les Américains ont et qui du coup ouvre des possibilités infinies dans ce pays pour devenir ce que tu veux et faire ce que tu veux. Donc on va dire que ça c'est les gros points de la culture. L'éducation des enfants est aussi un peu différente aux États-Unis. Les enfants sont autonomes, un peu plus autonomes, je dirais pas plus rapidement, mais ils ont une autre approche avec les enfants au niveau de la protection par rapport en France où on les surprotège, on les couvre avant de sortir dehors, faut tout le temps mettre ses chaussettes, ses chaussures, ses pantoufles, ses gna sur le coup, voilà, ça me choquait un peu, mais les enfants sortent pieds nus dehors pour jouer dans le jardin, même les bébés, des fois il fait froid et ils ont pas de chaussettes et ils sont dans la poussette sans chaussettes et moi je suis là, mais mon Dieu, il va attraper la crève ce bébé sans chaussettes et pas du tout. Donc voilà, un enfant, et pareil, il se rétame par terre, j'en ai vu se prendre des gamelles, mais du feu de Dieu, où moi, mon réflexe, c'est de courir pour dire « Oh, ça va et tout, t'inquiète pas, on va mettre du désinfectant. » Ah bah non, il y a personne qui bouge, ils regardent, ils lui disent Are you okay ?» Le petit, il se lève, il frotte ses mains, il fait « Yeah !» Et il repart avec sa bicyclette. Et je suis là, waouh, waouh. Je trouve que nous en France on est assez oh non, tout de suite on court vers l'enfant pour dire ça va, nanana, et en général c'est pour ça qu'il pleure beaucoup. Et quand je me vois, moi, quand je me rappelle les gamelles que je me prenais quand j'étais petite, mais j'étais une chochotte quoi, enfin je hurlais, j'étais très dramatique. Je le suis encore un peu aujourd'hui, hein, mais j'étais très dramatique, donc je pense que voilà, il y a un peu un truc différent comme ça dans l'éducation des enfants. Après ça, il faudrait que ce soit un autre podcast, l'éducation des enfants, différence entre France et États-Unis, parce que je pense que j'en aurai pour 3 heures, donc on va pas s'attarder là-dessus, parce qu'il y a vraiment des pour et des contre. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'a aussi frappé tout simplement pendant ce voyage, à ce moment-là. Donc, le voyage, en fait, l'entièreté du voyage a été une expérience extraordinaire pour moi, une opportunité qui m'a vraiment ouvert l'esprit, qui m'a donné une sensation de liberté, une sensation de possibilité que je n'avais jamais eue avant parce que, faut se mettre dans le contexte, je viens d'une très petite ville de Bourgogne, de campagne, du coup je ne connais que ce que j'ai connu, et là j'arrive dans un monde où tout est surdimensionné, les maisons, les quartiers, les voitures, les routes, les possibilités, les activités. Moi, j'ai eu la chance du coup de faire beaucoup d'activités pendant cet été, d'avoir vraiment une expérience full américaine, vie américaine. Et ça m'a encore donné plus de curiosité aussi, je dirais, d'ouverture d'esprit. Et ça m'a appris également à être patiente, hein, parce qu'avec mon anglais, c'était compliqué. Et du coup, pour les points en quoi ça a changé ma vie et pourquoi du coup j'ai pensé que ce premier épisode en vous racontant ce premier voyage était important pour me connaître, c'est tout simplement parce que ça a changé, donc comme je disais, le cours de toute ma vie et ça a fait naître en moi une graine d'ambition juste immense. Immense. Et parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que dans ma vie, je pouvais devenir plus et je pouvais avoir plus. Et c'est comme si je me rendais compte qu'en fait, il y avait un monde autour de la campagne française. Et je me suis dit, mais attends, en fait, je suis pas obligée de rester salariée comme ça l'a été dans ma famille. Je peux faire plus, je peux avoir plus et je peux devenir plus. Et pour moi, ça a été vraiment un énorme changement de me dire, je ne suis pas contrainte à rester dans la campagne française et à suivre le cours de cette vie en fait que tout le monde mène. Je peux vraiment accéder à quelque chose de plus grand.
Donc, ça m'a vraiment, oui, ça m'a fait naître cette ambition. Ça m'a montré également que j'étais capable de m'adapter à un environnement, je ne vais pas dire hostile, parce que j'étais pas en train de faire un safari dans la jungle d'Arizona, d'Arizonie, pardon. On dit Arizonie d'Arizonie. Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, je n'étais pas dans la jungle. Alors, je tiens à m'excuser aussi, je le fais vraiment pas exprès. J'ai parfois du mal à trouver mes mots en français. Et parfois, j'ai des amis qui m'ont fait remarquer récemment que je fais des erreurs aussi en français. Il y a des rageux en France qui à chaque fois disent ouais, elle se la pète, elle fait parce qu'elle parle anglais, elle fait genre elle oublie le français. C'est la vérité. C'est juste un problème de bilingue. Parce que du coup, moi, ça fait 10 ans que je suis bilingue. Et là, le fait d'habiter full-time aux États-Unis, ça m'aide pas non plus. Et il y a des fois, je vais avoir du mal à trouver mes mots, ou je vais dire des mots peut-être qui vont pas être logiques en français. Donc, je m'excuse, j'essaye pas de me donner un genre, c'est juste mon cerveau. Voilà. Donc bref, aparté. Tout ça pour dire que voilà, j'étais pas dans la jungle, mais je me suis rendu compte que j'étais capable de m'adapter très rapidement à un environnement que je ne connaissais pas. J'étais toute seule, j'avais plus aucun point de repère, j'avais pas ma famille, j'avais pas mes animaux, j'avais rien. Et ça m'a montré que j'étais courageuse et que j'étais capable de sortir de ma zone de confort pour aller explorer vraiment ce qu'il y avait à l'extérieur. Ça m'a également appris que il faut savoir lâcher prise et que l'acceptation, c'est accepter que tout ne se passe pas comme prévu en voyage, mais également dans la vie. J'ai eu quelques difficultés, notamment à la douane à New York, avec la barrière de la langue. Mon téléphone qui est tombé en panne. D'ailleurs, une autre aparté, mon oncle m'a gracieusement donné l'iPhone. Donc j'étais extrêmement ravie. Pour ma rentrée de lycée, j'avais le tout nouveau iPhone. Je me sentais plus. Donc, accepter que tout ne se passe pas comme prévu et que dans la vie, c'est pareil. Et d'ailleurs, j'ai pu, encore aujourd'hui, voir que tout ne se passe pas comme prévu dans la vie. Mais il faut savoir l'accepter et lâcher prise. Tout simplement parce que si on s'accroche sur ce qui ne va pas, on ne voit pas les opportunités qui s'ouvrent à côté. Et j'ai eu de grosses expériences récemment, et ça je vous en parlerai dans les prochains épisodes. On pourra faire même un épisode, je compte parler vraiment justement du lâcher prise. Pourquoi est-ce que le lâcher prise est important? Qu'est-ce que ça nous apporte et comment lâcher prise? Parce que souvent on ne sait pas toujours comment tirer les bonnes ficelles. C'est très compliqué et encore j'apprends aujourd'hui, mais peut-être que mes expériences pourront te donner des idées, des facilités à toi aussi dans ta vie à pouvoir lâcher prise avec en te partageant mes astuces et ce que je fais pour y arriver. Ça a été un défi et j'en ai conclu que accepter les défis, c'est accepter des opportunités. Moi, j'aime beaucoup dire que dans la vie, il n'y a rien de blanc et il n'y a rien de tout noir. C'est des nuances de gris. Et c'est comme le yin et le yang, on a besoin de l'obscurité pour avoir la lumière et on a besoin de la lumière pour avoir de l'obscurité. C'est vraiment un fait que j'ai appris et que j'ai développé en faisant des recherches, en lisant, en écoutant des podcasts, que la vie c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc et on a besoin des deux pour pouvoir apprendre et grandir. Et ce voyage m'a appris que accepter des défis, c'est accepter des opportunités. On croit souvent, on aimerait croire que c'est vrai que dans la vie, pour avoir des bonnes choses, il faut faire des bons choix, il faut toujours prendre la bonne direction, il faut faire les choses bien et on a des choses bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les choses merveilleuses, les opportunités et les grandes récompenses, elles se cachent dans les difficultés, dans les choses qu'on ne veut pas faire, les choses qu'on a peur de faire. Voilà. C'est une réalité un peu difficile à accepter et à comprendre.
mais le fait est que c'est une réalité malgré tout. Donc en sortant de ce voyage, il y a quelque chose qui s'est transformé en moi. Et c'est là que mon rêve américain a été planté dans ma tête et dans mon cœur, où je me suis dit, un jour je reviendrai ici, j'habiterai ici, j'étudierai ici, je travaillerai ici, je ferai ma vie ici. Ça a été un coup de cœur. Je suis tombée amoureuse du drapeau, je suis tombée amoureuse des gens, je suis tombée amoureuse du pays. Et encore aujourd'hui, en étant installée aux États-Unis, tous les jours, je continue de tomber encore plus amoureuse de ce pays, de la culture, des gens. Et je me sens extrêmement bénie et reconnaissante en fait d'avoir eu ce premier voyage à 14 ans qui a complètement changé ma vie et qui a implanté des idées, des rêves, des ambitions qui ont fait que j'ai fait des choix très différents des autres, des choix qui n'ont pas toujours été compris par mon entourage, mais qui aujourd'hui, je le crois, payent et vont continuer de payer sur le long terme. Donc, voilà, c'est un peu qui je suis, si je devais résumer ces quelques lignes. Je reviens de loin, de par ma situation familiale. Peut-être que j'en parlerai dans d'autres podcasts, mais pour l'instant, je ne juge pas qu'il est nécessaire et je n'ai pas non plus l'envie de le partager, mais c'est pour ça que je pense que c'était utile juste de démarrer avec ce premier épisode de ce premier voyage aux États-Unis, parce que si je devais décrire un peu qui je suis, je dirais que je m'appelle Laura, j'ai 26 ans, je suis française, je viens d'une petite ville de campagne en Bourgogne. Et à 14 ans, j'ai eu une ambition plus grande que tout mon village réuni qui est né. Et je ne savais pas que toute ma vie allait être sur le point de changer et que plus de 10 ans plus tard, j'allais enfin atteindre mon but et réaliser mon rêve. Donc, les choses prennent du temps. Toutes les grandes choses prennent du temps. Les grandes batailles ne se gagnent pas du premier coup. Et encore une fois, comme j'ai dit, c'est souvent dans les difficultés qu'on trouve des opportunités. Et en fait, pour moi, je pense que ça a été long parce que je ne l'ai pas compris tout de suite. Et étant donné que je suis une grande têtue bornée, je me suis beaucoup battue à contresens, contre beaucoup de gens, beaucoup de choses, beaucoup de circonstances. Et ça m'a beaucoup retardée, je pense, mais ça m'a également enseigné beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui ma vie est beaucoup plus sereine. J'ai trouvé la paix intérieure et ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à la trouver malheureusement. Je me sens complètement sereine, je me sens complètement en paix avec moi-même, avec les choix de ma vie. Alors je dis pas que parfois je suis pas stressée, hein, loin de là. En plus j'ai un peu d'anxiété, enfin beaucoup parfois, mais j'arrive à gérer ça. Mais je suis en paix avec moi-même. Le soir, quand je vais me coucher, je n'ai pas de regrets. Je suis impatiente de me réveiller le lendemain. Et quand je me réveille le matin, j'ai juste envie de vivre ma journée, quoi. Je suis super épanouie, je suis super heureuse. Et je me dis, génial, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est-ce que je vais rencontrer? Je suis excitée, je suis impatiente de vivre ma journée chaque fois que je me lève le matin. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc, déjà, rien que le fait d'être impatiente de vivre ma journée en me réveillant, en étant tout de suite enthousiaste, pour moi déjà c'est une grande victoire. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent la même chose et qui dès le matin au réveil sont motivés et se disent « Waouh, encore une super belle journée à vivre ». Donc pour moi ça c'est vraiment une très très grande victoire. Donc c'est peut-être un peu, je sais pas ce que tu vas penser de cet épisode, peut-être que j'espère que tu diras pas que c'était ennuyant et trop long, mais c'est peut-être un peu bateau, on va dire, et simple de se dire qu'un voyage a changé toute ma vie, mais ça a vraiment été le cas. Parce que les 10 années qui ont suivi, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions qui n'ont tourné qu'autour de ce but de venir habiter, d'emménager aux États-Unis. Et ça a fait vraiment
ça a ouvert mon esprit et ça n'a fait que d'alimenter mon ambition de devenir plus et d'avoir plus. J'ai été très encouragée et soutenue par ma grand-mère. Ma grand-mère va sûrement être citée beaucoup de fois dans mes épisodes parce que c'est une personne pour qui j'ai un très grand respect et avec qui j'ai une relation très fusionnelle. Et elle m'a appris beaucoup de choses. C'est une très grande femme qui m'a apporté énormément. Donc je risque de la mentionner énormément, je m'en excuse en avance. Mais du coup, vous allez apprendre à la connaître, je pense aussi également, petit à petit, et à l'aimer autant que je l'aime peut-être. Donc voilà. Je pense que pour ce premier épisode, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'aura plu, que j'aurai pu un peu dire des choses intéressantes qui t'auront parlé un petit peu. Et du coup, tu verras qu'il y a certains points qui vont être abordés lors des prochains épisodes. Parce que vraiment, le but de ce podcast, c'est de pouvoir partager des fragments de moi et peut-être de pouvoir recoller un peu des choses en toi. Peut-être que tu te verras dans mes expériences, tu te reconnaîtras parce que ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle n'a jamais été un long fleuve tranquille et je me suis dit que c'était peut-être une opportunité pour moi aussi de le partager avec les autres pour te dire que tu n'es pas tout seul, que les choses que tu vis, que tu ressens aujourd'hui, c'est des choses que des millions de personnes ressentent. Et récemment, j'ai parlé avec une amie et je lui ai dit, tu sais, l'erreur la plus commune qu'on fait tous, c'est de croire qu'on est seul à gravir un sommet. Et moi, je l'ai cru pendant des années aussi. On pense que on fait une randonnée, on gravit une grande montagne. C'est très dur, on se sent très seul et on se dit mais il n'y a que moi, je suis seule, je souffre seule. Et en fait, quand on arrive au sommet, il y a des milliers de personnes. Et j'aime bien prendre cette image de on fait sa rando, c'est dur, on est seul, mais quand on arrive en haut de la montagne, il y a d'autres personnes qui arrivent, mais qui arrivent d'autres côtés de la montagne. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas vu. Et pour moi, c'est important. Cette chaîne de podcast est importante parce que j'ai envie de rassembler en fait ces personnes qui rencontrent les mêmes difficultés qu'on a peut-être eu aussi avec moi, mais simplement pour dire qu'aujourd'hui dans ce monde qui tourne à 100 à l'heure où il y a tellement de choses qui se passent, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul à gravir ta montagne et peut-être qu'il faut juste réaliser que cette randonnée tu ne la fais pas seule et voilà, je pense simplement que c'est important de pouvoir se rassembler, se connecter et se sentir juste un peu épaulé, un peu soutenu. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si tu penses que c'est un épisode qui peut intéresser des proches, des amis, n'hésite pas à le partager. Ça sera aussi un grand coup de pouce pour moi. Et ça permettra, je l'espère, de réunir plus de personnes. Et j'espère que plus tard, que la communauté grandira et qu'on pourra partager des choses vraiment profondes ensemble. Je répète, mais il y aura l'article qui est sur mon blog qui viendra avec cet épisode. Et voilà, donc en tout cas, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, où que tu sois dans le monde. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.